Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Bienvenue dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Nous continuons donc cette émission. Merci de nous écrire sur le 657 39 13 13. Dans un instant, nous allons nous occuper de vos messages, mais aussi sur Twitter, #GG. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde, de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou et sur Bambou FM à Farana. Vous nous écoutez sur nos antennes régionales du côté de Kankan sur la 99, à Zérékoré 99.7. Il en est de même pour Boké et Kindia. Merci à tous de votre fidélité au programme de Radio Espace Guinée. La Côte d'Ivoire en deuil. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé hier des suites d'un cancer en Allemagne. Cela fait plus d'un mois qu'il n'est pas apparu en public et la récente nomination de Patrice Hachi à sa place avait amplifié le doute chez les Ivoiriens. Un coup dur pour le RHDP et pour son leader Alassane Dramane Ouattara qui perd ainsi son deuxième Premier ministre en l'espace de 6 mois seulement. Quelque chose d'identique en bac après la disparition de Amadou Gon Coulibaly était perçu donc aux yeux d'une certaine opinion, la plus large d'ailleurs, comme un dauphin potentiel de l'actuel président. Vous avez suivi donc dans la première partie les témoignages de Mawa Bakayoko, romancière et blogueuse ivoirienne, mais aussi ceux de Fernand Dédé, journaliste et éditorialiste ivoirien. La qualification des programmes d'enseignement au cœur des priorités du gouvernement. Les universités et institutions d'enseignement supérieur dispensent des cours dont les contenus ne répondent pas suffisamment aux besoins du moment. Un travail d'évaluation donc a permis d'identifier les forces et les faiblesses dans les différentes filières et c'est l'autorité nationale d'assurance qualité qui a été commis à la tâche. Les agents de l'ANAQ ont eu des rencontres avec les encadreurs d'établissements, les formateurs et étudiants. Ils ont enfin produit un rapport qui permet aujourd'hui de savoir les programmes qui peuvent répondre aux attentes des apprenants et du marché de l'emploi. Comment l'évaluation a été faite et quels ont été les programmes qualifiés? Pour répondre à nos questions, Dr Kabine Oulare, secrétaire exécutif de l'ANA, qui sera avec nous dans un instant en studio. Avant de continuer donc l'émission, nous allons jeter un coup d'œil sur vos messages qui sont très très nombreux, il faut le dire. On va commencer par ceci sur Twitter avec Kabine Kondé, et bien entendu, qui nous a écrit en premier sur Twitter. On part avec Intime Diaby, l'enfant de Kourou, qui nous écrit « Bonjour les GG ». Madame Yero, l'annonce du décès du PM ivoirien en bac est un choc aussi bien pour nos voisins de la Côte d'Ivoire que pour l'opinion ouest-africaine. Cette série de disparitions prématurées au sommet de l'État jette le trouble et renforce les inquiétudes pour la stabilité. Mohamed le politologue, bonjour la team, il le dit, bonjour la team, les arcanes de la primature ivoirienne nous pousse à nous interroger sur ces deux disparitions non les moindres. Deux premiers ministres décédés en moins d'une année. Faut-il supprimer la primature pour éviter un troisième cas? Paix à leurs âmes. Youssef Kaba nous écrit également sur Twitter « La douleur est profonde et immense. L'homme a été proche de tous les milieux et de toutes les couches sociales. Au vu des hautes fonctions qu'il cumulait, on se rend compte qu'il était l'homme à tout faire d'ado. Un bac était plein de vie et de bonté. Paix à son âme. #espace GG. Alpha Mar Keita Aoka nous écrit également sur Twitter « Bonjour Diadia et à toute l'équipe. Le décès du PM ivoirien Ahmed Bakayoko laisse libre cours aux commentaires des complotistes qui en font des conjectures. Mes sincères condoléances au peuple ivoirien. Paix à son âme. » Soumalo guinéen, enfin notre Mafoudi Abangoura a porté le masque dans les GG de ce jeudi. Maintenant, ses conseils sur les respects des gestes barrières sont les bienvenus. Il le dit, c'est Soumalo guinéen qui écrit donc sur Twitter. Peuple frustré, si Ahmed Bakayoko
est autant salué à travers le monde, c'est qu'il a mis l'humilité au devant. Il était avec les jeunes et les jeunes qui lui rendent cette monnaie. Là où les hommes politiques guinéens prennent les gens de haut, lui, il les valorisait. Toute la différence, #espace GG. C'est Kwame Touré. Bonjour la team. Ambak était un ami de la jeunesse, homme humble et disponible. C'est une immense perte pour la jeunesse ivoirienne, que Dieu ait pitié de son âme. Certes, la mort est une volonté divine, mais cette disparition brusque suscite des interrogations. Saïkoumar Bolé, toujours sur Twitter, bonjour les grandes gueules. Dans cette affaire de trafic, il y a longtemps, nous avons quitté là-bas parce que depuis qu'ils ont perdu les deux blancs, c'est évident que rien de clair ne sortira de cette histoire. C'est bien de faire la justice, mais faites-la dans le respect. Kafumba Ramos Komara nous écrit également: bonjour les GG, je présente toutes mes condoléances à la famille Bakayoko, au président Ouattara, au RHDP ainsi qu'au peuple frère de la Côte d'Ivoire pour la perte tragique du ministre Ambak, qui était là pour les vrais gens qui ont toujours été oubliés par nos dirigeants. Voilà, nous partons avec ce dernier, le patriote découragé, qui nous écrit: bonjour les GG, la liberté de la presse, qu'en dire, n'est-il pas dérisoire seulement de prononcer ce mot? Si c'est ça, gouverner autrement, je démissionne et je demande à tous les journalistes de dénoncer l'injustice, le rapport de force totalement découragé. Le patriote découragé donc qui nous écrivait sur Twitter. Nous partons sur cette autre plateforme. Ce message qui tombe à l'instant. Bonjour Yaya et bonjour à tous. C'est Bobo Gonkou qui vous écrit depuis Conakry. Je présente mes condoléances à tout le peuple ivoirien suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Que son âme repose en paix. Une fois de plus, troisième mandat ou pas, les pays resteront, mais les parcours certainement et les pour et les contre passeront. Donc travaillons tous pour le bien de nos chères nations. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Nous partons avec Arfa Moussaya Makadiabi qui nous écrit: bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Le parcours et les traces du PM Ahmed Bakayoko à travers sa simplicité et sa proximité au-delà de la Côte d'Ivoire et du milieu politique doivent inspirer beaucoup de nos personnalités africaines. Que son âme repose en paix, il le dit. Arfa Moussaya Makadiabi. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. Un seul mot pour décrire ce grand homme de valeur qui s'en va pour toujours, c'est la simplicité, la générosité, l'humanisme. Mes sincères condoléances à nos voisins ivoiriens et à la jeunesse africaine en général. Dors en paix, le Golden Boy Ambak. C'est Sinani donc qui nous envoie ce message. Nous partons avec deux derniers pour terminer. Bonjour Yaya et bonjour à tous. C'est Bobo Gonkou. Voilà, on a déjà lu ce message. Peut-être un dernier pour la route. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Moi, c'est Saïdou Yaouki. Depuis qu'India, attention, ça glisse en Côte d'Ivoire, le processus de liquidation des cadres influents. Je présente mes condoléances au peuple ivoirien. Maki de Dar es Salaam, il le dit, Maki Premier depuis Dar es Salaam. Bonjour, le doyen journaliste et historien émérite est la cible du pouvoir depuis longtemps. Malheureusement, ce régime est décidé à éteindre toutes les voix dissonantes. Nous sommes dans la dictature totale. Ceux qui appellent à la division et qui tiennent des propos ethniques sont protégés par le régime. Fabou est en train de s'aimer les grains qui lui retourneront en pleine figure. Maki Premier de Dar es Salaam donc, qui nous écrit. On va donc continuer cette émission. On parlait avant la pause de cette actualité, Antoine Kourma, notamment l'arrestation du doyen Amadou Djoudé. Surtout de la conférence de presse qui a été animée hier, avant-hier, avec Bafoué et Fabou Kamara. Moi, je relève de cette conférence de presse non seulement une contradiction, mais un malaise au sein de la police nationale. Parce que à travers les propos de Fabou, j'ai compris qu'il avait l'air de dénoncer une certaine cabale contre sa personne. Parce qu'il n'aurait pas dû prendre la parole après Bafoué. Lorsque Bafoué a fini de parler, on aurait dû clore la conférence pour que les journalistes posent des questions. Mais Fabou a tenu à s'exprimer pour éclairer les lanternes de tous par rapport à des soupçons qu'il y a contre sa personne. Et donc, à l'entendre parler, quand il dit par exemple, le dossier d'enquête est là, l'enquête est en cours, mais il ne comprend pas pourquoi des informations filtrent pour être transmises aux journalistes.
Et d'où proviennent ces informations? On a l'impression qu'il accuse les policiers à l'interne de faire sortir des informations pour l'incriminer. Et donc, dans la conférence de presse, j'ai vu la contradiction, mais j'ai surtout vu une mésentente entre Bafoué et ses éléments. Et donc, même la façon dont les choses ont été dites, d'un côté on parle de cocaïne, par après on parle de passeport et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de menus, beaucoup de sujets abordés. J'ai vu la RTG hier aller dans tous les sens pour aborder tous les sujets, ce qui a même fait perdre certains téléspectateurs qui étaient en train de suivre cette conférence de presse. Je me dis, pour ce qui est de la cocaïne, raison pour laquelle la police a fait cette conférence de presse, Bafoué, certes, a voulu se blanchir en disant qu'il n'a rien à se reprocher pour ceux qui le soupçonnaient de vouloir quitter le pays parce qu'il était dans son village, je crois qu'il n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il était justiciable et qu'il répondrait de toute invitation lorsqu'on lui ferait appel. Il a dit que ses adjoints n'étaient pas également au-dessus de la loi, que chacun d'eux devait répondre quand on l'appelle. Donc, la justification était peut-être importante, mais pour moi, on n'a pas besoin que la presse parle d'un sujet pour que la police derrière réponde. Parce que c'était une réponse aux différentes sorties que fait souvent Moussa Moïse Silla contre cette façon de procéder des policiers. Et à mon avis, cette forme de... Les grandes gueules. Justement. Et donc, ça paraissait bizarre qu'on en parle le matin et du procureur et de la police. Que derrière, justement, qui est... Le procureur, c'est normal. Non, mais il devait le procureur, il n'a pas à attendre. Il n'a pas besoin qu'on en parle pour qu'il sorte. Il faut faire des sorties dans les médias. Et le constat que je fais, ce n'est pas normal. Le constat que je fais, c'est que la police a un porte-parole pour rien. Kassé, malheureusement, je n'ai rien contre lui, mais c'est la deuxième fois qu'il vient à ce poste. Mais il est à ce poste. Non, ce n'est plus. Kassé est revenu comme nouveau porte-parole de la police. Renseignez-vous. Il est le nouveau porte-parole de la police. Ça a été confirmé récemment. Il était à son poste. Il a remplacé récemment Camara à ce poste. C'est le nouveau porte-parole de la police nationale, l'inspecteur général Kassé de la sûreté est le nouveau porte-parole de la police nationale. Pour moi, c'est un simple figurant qui ne joue pas de rôle véritable à ce poste. À mon avis, ben si, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. C'est un mauvais profil. Kassé s'occupe de la sûreté urbaine. Oui, mais il n'est pas porte-parole de la police. Oui, mais ce n'est pas, comme on le dit, ce n'est pas son cœur de métier. Je vous dis pourquoi. Il est d'abord le patron de la sûreté urbaine de la ville de Conakry. Il a à son arc je suis d'accord. Ensuite, pour des dossiers aussi spécifiques, aussi importants, vous savez que ce n'est pas un porte-parole. J'ai envie de placer ceci. Il y a une chose. Voilà. Au stade où cette affaire de cocaïne est arrivée, c'est pas le porte-parole qui va me cocaïne est arrivée, ce n'est plus. Non, je lui ai arraché le micro. Donc, ce n'est plus le porte-parole de la police qui doit communiquer sur cette affaire. J'aurais bien compris que le procureur Sidi Souleymane Diaye, le tout premier à communiquer sur cette affaire de cocaïne depuis la saisie à Nongo, devrait continuer régulièrement à rendre compte de la procédure, du niveau d'évolution de la procédure. Les grandes gueules. Mais lui, c'est parce que quelqu'un est mort et on en a parlé dans la presse. Il est revenu pour se justifier. Ce n'est plus une communication, ça, c'est la justification. C'est donner des explications suite à ce que la presse a relayé comme information. Moi, je pense que si on pouvait avoir la possibilité d'échanger directement avec le procureur pour lui poser des questions de façon transparente, ça aurait été bien. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Vous savez, au moment où on parle de ce dossier de cocaïne, il y a la commission d'enquête de cette commission rogatoire qui fait son travail. Dire qu'on est membre de cette commission d'enquête et que donc on est au même titre que l'OCAD, donc on est partie prenante. On ne peut pas être juge et partie à la fois, c'est pas possible. Vous avez vous-même été entendu dans ce dossier. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire la différence, le distinguo entre les choses. Cette commission d'enquête a pu quand même, et la semaine prochaine on reviendra là-dessus, il y a eu des arrestations, notamment le jeune qui a été amené à la BAC 10 et qui aurait vendu la mèche pour dire aux policiers, ben écoutez, moi vous me retenez là, mais il y a plus grave dans la villa, allons-y, je vais vous montrer. Ce jeune, il était dans la nature, il a été pris et un second jeune également a été arrêté. Nous allons revenir là-dessus parce que il faut vraiment qu'on informe l'opinion sur ce qui se passe. Nous savons que des langues sont en train de se délier, surtout au niveau de ceux qui sont déjà arrêtés, parce qu'à un moment donné, vous allez couvrir quelqu'un jusqu'à ce que vous compreniez vous êtes en train de plonger, qu'on est en train de vous oublier. En ce moment-là, vous allez délier les langues et vous allez sortir des éléments de preuve. Donc, la vérité sera sue si on donne force
à la commission rogatoire. Les grandes gueules. Si on permet à la justice de faire son travail, si le ministre de la Justice ne se laisse pas influencer, je pense que cette histoire peut être bien traitée et la Guinée s'en sortira vainqueur. Mais si on continue dans les petits arrangements, ça ne pourra pas aller. Et ceux qui ont pris des risques pour arrêter des gens, pour aller jusqu'au Mali faire des arrestations, ils vont être exposés. Ça a été le cas de Tchèbro pendant le CNDD. Je trouve qu'il faut, pour une fois, permettre à la justice de faire son travail et que tous ceux qui sont cités puissent répondre, et parce que c'est pas une chasse aux sorciers, que ceux qui sont cités puissent répondre. Il appartiendra au juge donc de la situer sur leur sort. Allez-y, Daouda. J'ai pas fini. Tu as laissé Moïse. Daouda n'a pas eu la parole. Attends. Sur le micro, comme on arrachait un moment un enfant. Quand même. J'ai des envies, laisse-moi finir. Non, mais tu peux pas régler tout. Je veux clore rapidement. Envies ici. Daouda n'a pas eu la parole. Ce ne sont pas des envies dont on a besoin. Ce ne sont pas des envies dont on a besoin. On a besoin vraiment de discuter des faits. Je parle de faits, Daouda. Voilà. Je parle de faits et je ne raconte pas de ragots ce matin. Une minute. Je parlais tantôt gueules. de cette forme de communication à la police. Pour moi, ça doit être bien coordonné et qu'on sache moins périodiquement que la police fasse des sorties. Mais on ne peut pas faire des sorties inopinées parce que la presse a parlé. De l'autre côté, le procureur, je suis d'accord que ce soit lui qui fasse des sorties pour de tels cas. En tout cas, il a été le premier à communiquer sur cette sensible, affaire. mais en le faisant, moi j'aimerais que prochainement, Sidi Souleymane, c'est bien le ton qu'il emploie pour effrayer les gens, mais qu'on revoie un peu qu'on revoie un peu la forme dans laquelle il communique. Il n'est pas au tribunal. Voyez un peu le décor arrière même. Ça parle en termes de communication. Pour moi, ce serait important que ceux qui sont chargés de veiller à la communication de ces personnes-là revoient parfois la forme dans laquelle ils communiquent. Ça fait partie aussi. Le procureur, à mon avis, doit avoir une enceinte spéciale pour ses communications. C'est des communistes Et même dans la tête. Un fond de scène dédié à cela. Mais vous constatez qu'il y a un rideau derrière. Les grandes gueules. Des rideaux de maison qui ne valent pas Antoine, la peine. je crois que ça, ce sont des détails. Voilà, Ce sont des détails qui n'ont vraiment pas de fait. Le cas cassé, je le rappelle tantôt, il fait figuration. Il y a plus Il peut important faire que mieux casser. que Voilà, ça. on parle de Bien, cocaïne. le message est passé. Allez-y, Daouda. Vraiment, c'était comme il a dit, c'était des envies, mais pas des faits. Alors, maintenant, moi, je me dis, il ne faut pas s'attarder sur des éléments comme casser ou qui. La communication, voilà. Tu nous parles de casser en nous cassant les Alors, je disais, la communication, chaque entité a sa forme de communication. Ça, il faut le dire. Un porte-parole de la police n'a pas les mêmes coups de franche. Mais écoute, Antoine, quand même. Va enfin, parle de drogue. Laisse casser en paix. Parle de drogue. S'il parle de casser, c'est qu'il ne parle pas. Il a des envies, Antoine. Il a des envies. Il parle de fait, pas de casser. Mais Laisse casser. il a sa façon de faire son analyse. Ah d'accord. Casser nous a déjà cassé les tympans. Parle de fait. alors, je En disais. parlant de casser, il peut parler de faire. Alors, je disais, chaque entité a sa forme de communication. Un responsable de communication ou un porte-parole d'une entité de sécurité ne peut pas avoir les coups de franche de communiquer comme il veut, quand il veut, où il veut, comme on peut le retrouver dans une autre entreprise qui n'est pas de la sécurité. Donc, il faut comprendre que quand un porte-parole de la police ou de la gendarmerie ou de l'armée ne s'exprime pas sur un fait, il faut savoir que c'est stratégique. Maintenant, à dire que Fabou, cette sortie, moi j'ai trouvé que il n'était pas là pour éclairer les lanternes. Il était là plutôt pour mélanger les esprits, pour dire que si vous pensez que je suis mêlé à tel, déjà je commence à faire ma défense. C'est une sorte de nouer le poisson et faire des sorties pour dire que moi je me porte droit devant la commission, ceci, cela. On a eu vent de ce qui s'est passé à son premier passage devant cette commission rogatoire. Quand il est passé, il a trouvé que ceux qui étaient là étaient de grade moins que le sien, moins que la sienne. À ce niveau. Pas à ton niveau, mais je trouve que les grandes tout le monde gueules. peut parler de grade sauf lui. Les policiers qui sont au niveau de la sécurité, et ça il faut qu'on le dise, que les gens l'entendent, ils sortent d'une école et ils ont tous des promotions. Voilà. Vous demandez à Bafou, il vous dira sa promotion. Vous demandez à n'importe qui, il n'a pas, il vous dira sa promotion. Il n'a pas de promotion. Il est tombé comme un cheveu pas de promotion. dans la soupe, hein. Voilà, donc ce n'est pas du tout. Tout le monde peut parler de cela, mais pas lui.
Donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut arrêter les excès de zèle, quoi, en fait. Donc, dire qu'il a fait une sortie pour dire qu'il éclaire les lanternes, on sait ce qui s'est passé autour. Quand il n'a pas voulu se soumettre à l'interrogatoire à un moment donné, à son premier passage, parce qu'il estime que ceux qui l'interrogent ont des grades qui ne sont pas au même niveau que lui, et cela a tourné. Et cette journée, l'interrogatoire n'a pas pu avoir lieu, et qu'il veuille aujourd'hui, après l'expression de son directeur, et qu'il veuille parler pour je ne sais pas quoi dire exactement, c'est une défense, mais une défense perdue, et il y a une commission qui est en train de travailler. Non, c'est une défense perdue parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le sens. Tu n'es pas de la justice. Non, je ne suis pas de la justice. Alors, ce n'est pas de la justice. Et ce n'est pas devant la presse qu'il va se défendre. Alors, pour dire que ça n'a pas de sens. Si ça doit avoir un sens, ça ne peut l'avoir que. S'il sent qu'on veut le sacrifier, il a son devoir de se défendre. Non, c'est pas la base. C'est la presse qui sacrifie quelqu'un. Non, pas lui. C'est pas devant la presse. Qu'il accusait sa corporation de vouloir le sacrifier. C'est pourquoi il s'est exprimé. Tu as été entendu. Tu as été entendu en tant que directeur central. Ton chef, le directeur national adjoint, général adjoint de la police a été entendu. Mais en termes de grade, il est au-dessus. Le directeur général lui-même a été entendu. Si dans les propos du directeur, ça se sent que c'est cassé, ces choses. Moi, je pense qu'on s'attaque aux conséquences dans cette situation. Ce qui importe, ce n'est pas un débat de personne. Ce qui importe, c'est qui a amené cette drogue en Guinée. Comment ça a pu rentrer? Quelles sont les manœuvres qui ont suivi, qui avaient intérêt à ce que cette quantité de cocaïne soit stockée dans cette ville-là. Et pour cela, il va falloir que tout le monde puisse se soumettre. De la justice, pas devant la presse. Il n'y a pas une question de grade à ce niveau. Il n'a pas refusé devant la presse. On s'écoute. Studio, moi je pense que tout cela est entretenu par une personne, c'est le chef de l'État. Parce que si dans un pays, le ministre est nommé par décret, le directeur national de la police est nommé par décret, et celui qui est à la tête de la DPJ aussi est nommé par décret, ça veut dire que vous-même vous créez un malaise. Qui va répondre à la demande de qui? Je pense qu'il faut résoudre cette question. Vous vous souvenez, entre Kabele et à l'époque le directeur national de la police, il y avait cette tension, et ce monsieur, à un moment donné, n'obtempérait plus. Je pense que c'est au niveau même du chef de l'État où il y a ce problème. Parce que si vous recevez le directeur national de la police, vous lui tenez un discours, et vous recevez l'autre aussi le matin pour lui tenir un autre discours, vous protégez les gens, donc ça veut dire que ça crée un malaise, et finalement personne ne va être sous la férule de l'autre. Je pense que là il y a le problème. Maintenant, moi j'aimerais quand même dire quelque chose rapidement sur le dossier du doyen Ahmad Diouf. Je pense que tout individu est libre de s'exprimer, d'imprimer ses idées, sauf dans les cas abusifs. Parce que si vous sortez de la mesure, la loi peut s'imposer. Mais pour le cas de Ahmad Diouf, je pense que non seulement la procédure n'a pas été respectée, mais en même temps, c'est un journaliste. Aujourd'hui, il n'a pas sa place en prison. Il y a la dépénalisation des délits de presse. Normalement, si on prend la loi 002, c'était une sanction quand même, disons, c'était une amende, il aurait dû payer, qui tournerait autour de... Les grandes gueules. Maintenant, moi, je veux interpeller la presse guinéenne. Je crois que c'est mon avis. On a manqué de solidarité vis-à-vis du doyen Ahmad Diouf. Quoi qu'il en soit, nous avons ce qu'on appelle l'autoflagellation, l'autocensure. Si un journaliste sort de la mesure, la presse peut peut-être monter au créneau pour dire attention, vous êtes sorti de la mesure, mais qu'à cela nous tienne, il faut à un moment donné que la presse tout entière quand même se lève en Guinée pour condamner ce qui se passe au niveau de la maison centrale concernant Ahmad Diouf. Il n'a pas sa place là-bas. Je me souviens qu'il y a un doyen qui disait que la solidarité en Guinée au niveau de la presse, c'est une solidarité de façade. Personne n'est sorti pour dire attention, on ne peut pas accepter qu'un journaliste soit en prison. Il faut, je pense, réfléchir à ce niveau. Je me souviens qu'il y avait une commission au niveau de la maison de la presse qui normalement devait statuer sur tout ce qui est par exemple dérapage au niveau de la presse pour ensemble, à l'interne, qu'on puisse trouver une solution à nos problèmes. Et sur le plan et à l'externe, qu'on puisse quand même prendre position pour les journalistes qu'on est en train de jeter en prison. Je pense qu'on a manqué de solidarité. Il faut le dire. Et aujourd'hui, non, c'est mon avis, c'est mon point de vue. On a manqué de solidarité. Certes, la liberté d'expression, c'est le fruit de la réglementation. Lorsque vous sortez de la mesure, il y a des sanctions qui s'imposent. On pouvait quand même interpeller Ahmad Diouf, l'écouter, en bon et due, il faut envoyer une plainte. Et après avoir l'écouté, si ce qui lui est reproché est fondé, établi, donc il y a une sanction pécuniaire qui tombe conformément à la loi 002, et après la vie suit son cours normal. Mais il a été pris en otage,
j'étais en prison, on ne respecte pas la procédure, on ne respecte pas la loi qui réglemente la liberté de la presse en Guinée. Et les journalistes, après, ce sont des débats à l'antenne, mais après, quelle action? Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous prenions position. Amadou Gul, aujourd'hui, c'est un exemple. Un jour, un autre va servir d'exemple. Et après, c'est la liberté d'expression. Non, il y a eu un cas auparavant, mais à un moment donné, il faut qu'on sorte, il faut qu'on se lève. À un moment donné, il faut qu'on se lève comme un seul homme pour dire à nos autorités, dans un état de droit, eh bien, on ne peut pas faire la promotion de la pensée unique. Parce qu'aujourd'hui, il est en prison, ce n'est pas bon pour nous. C'est pas la première fois qu'on en parle. Oui, il faut... On se calme. On va s'écouter. On a compris ton opinion. Je pense que ce que Jiba dit là, ce qu'il faut éviter finalement. Parce qu'on ne va pas mettre à l'eau tout le combat qu'on a mené. Combien... Non, écoute, non. Écoute-moi. À un moment, on a quand même manqué de solidarité. Écoute-moi, je t'ai écouté. Aujourd'hui, ça se dit. Combien de journalistes ont eu des problèmes avec la justice? Combien de fois nous nous sommes levés? Mais est-ce de notre faute si l'État... Non, écoutez, j'en viens. Est-ce notre faute si l'État est ce qu'il est? On est revenu sur ce qui s'est passé, mais c'est pas de notre faute si l'État, l'appareil judiciaire, par exemple, refuse de respecter le process. C'est pas de notre faute. Mais quand même, on ne peut pas rester quand même inactif. Qu'est-ce que tu appelles rester inactif? Je pense que la moindre des choses, peut-être que ce que Djiba veut... La presse se lève pour que la procédure soit respectée. Oui, mais en même temps, moi je le dis parce que souvent ça nous arrive. Dès qu'il y a un nouveau cas et qu'il y a un silence de 2 jours, 3 jours, paf, on dit on n'est pas solidaire, on a tant de problèmes, on a ceci. Mais n'oubliez pas tout ce qu'on a eu à faire entre nous par rapport à beaucoup de cas. Mais des fois, c'est des situations. Maintenant, rapidement, je pense qu'on reste solidaire aux doyens. Tout ce qu'on demande, on l'a répété ce matin, c'est que la justice respecte elle-même le process et qu'on puisse l'écouter en respectant les règles de l'art, en parlant de la loi sur la liberté de presse. Maintenant, par rapport au cas Fabou, moi, ce que je dis, ce qu'Antoine a dit, c'est peut-être pas faux. Il peut avoir ce sentiment qu'on est en train de le sacrifier. Et ce n'est pas à nous d'établir. Mais en même temps, Moïse l'a rappelé, je crois, depuis il y a plusieurs semaines. Je pense que c'est son comportement peut-être vis-à-vis de cette commission rogatoire qui a fait que peut-être les regards se sont plus tournés vers lui. C'est lui qui leur a permis. Et pourquoi il a eu ces attitudes? Je pense que c'est à lui peut-être de se calmer, de laisser le travail se faire et que chacun, comme on dit, est justiciable, qu'on permette à cette commission rogatoire de travailler parce qu'à la fin, le plus important, c'est de savoir qui a fait entrer ces drogues en Guinée et qu'on puisse y trouver une solution parce que les conséquences, on ne va pas revenir là-dessus. Lorsque les hommes de tenue sont concernés par un tel trafic, c'est qu'on est loin, très très loin dans le trafic et ça c'est dangereux pour une nation et bien que tout le monde se soumette, à commencer par lui, qu'il n'y ait pas de crainte s'il ne se reproche de rien, qu'on permette seulement à la commission rogatoire de faire son travail. Le danger est là, la justice donc de faire son travail. Dans un instant, on va accueillir notre invité. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Ils ont des avis divergents, c'est comme cela qu'on aime les grandes gueules. On continue donc cette émission. La qualification des programmes d'enseignement au cœur des priorités du gouvernement. Les universités et institutions d'enseignement supérieur dispensent des cours dont les contenus ne répondent pas suffisamment aux besoins du moment. Un travail d'évaluation donc a permis d'identifier les forces et les faiblesses dans les différentes filières et c'est l'autorité nationale d'assurance qualité qui a été commise à cette tâche. Les agents de l'ANAC ont eu des rencontres avec des encadreurs d'établissements, les formateurs et étudiants. Ils ont enfin produit un rapport qui permet aujourd'hui de savoir les programmes qui peuvent répondre aux attentes des apprenants et du marché de l'emploi. Comment l'évaluation a été faite et quels sont les programmes qualifiés pour répondre à nos questions. Dr Kabine Oularé, il est le secrétaire exécutif de l'ANAC. Il est avec nous dans ce studio. Monsieur Oularé, bonjour et bienvenue. Bonjour aux chers auditeurs de votre station. Je suis tout heureux d'être parmi vous.
Merci. Allez-y, Jacques. Alors, pour commencer, vous allez peut-être nous expliquer la méthodologie que vous avez employée pour recueillir les avis favorables ou défavorables vis-à-vis des différents programmes que vous avez évalués et peut-être une idée aussi du nombre de programmes que vous avez finalement étudiés. Et peut-être Jacques, avant même d'aller sur ce terrain, nous dire c'est quoi l'ANAC. Peu de personnes savent c'est quoi l'ANAC et à quoi ça sert dans le système éducatif guinéen. Donc, pour rebondir justement sur votre question, l'ANAC, c'est l'Autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. L'ANAC est un établissement public administratif qui a été créé en 2017 et qui est un établissement qui est libre dans ses décisions et qui également a la personnalité morale et juridique et est indépendant dans ses jugements et ses procédures. Donc, en tant qu'organisme étatique de régulation de la qualité dans notre système d'éducation et de recherche et d'enseignement technique et de formation professionnelle. Alors, pour la méthodologie de l'évaluation, en fait, conformément à nos missions, à savoir évaluer la qualité de l'éducation et de la recherche offerte par les institutions, c'est ça notre mission, et d'accréditer les programmes. En fonction de cela, nous procédons en 3 étapes. Il y a une étape qui se déroule au sein des institutions, c'est l'étape d'auto-évaluation. La deuxième étape, c'est des experts externes qui viennent s'enquérir de la réalité du programme ou de l'institution. Et la dernière étape, c'est le conseil scientifique qui statue sur ces résultats. Donc, grosso modo, l'évaluation se fait en ces 3 grandes étapes. Un programme qui est candidat à l'accréditation soumet une candidature. Si elle est reçue, conformément à nos critères, cette candidature est validée et l'auto-évaluation se déclenche. Autrement dit, le programme lui-même, ou l'institution elle-même, procède au diagnostic de son programme ou de l'institution. Une fois ce diagnostic fait, en indiquant les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces qui entourent le programme ou l'institution, un rapport d'auto-évaluation est élaboré et transmis à l'ANAC. C'est ce rapport que nous remettons à des experts externes qui viendront non seulement s'enquérir de la situation, mais également éplucher, analyser en profondeur ce rapport d'auto-évaluation. Et ce sont ces experts qui proposent une accréditation ou pas. Et c'est cette décision qui est transmise au conseil scientifique. Une question, est-ce que les candidatures sont soumises de manière libre ou alors vous partez d'un constat général et vous demandez à évaluer les programmes qui sont enseignés dans les différentes institutions? Pour le moment, les candidatures sont libres, mais compte tenu de la situation de notre système éducatif, tout le monde se plaint que notre système éducatif est malade. Il va falloir faire en sorte que justement tous ces programmes qui sont en œuvre en ce moment dans notre pays puissent passer par une évaluation. Donc, nous mettons en place une pédagogie pour le moment, c'est la formation, la sensibilisation de tous les acteurs afin que volontairement les programmes, les universités participent à ces évaluations parce qu'elles vont permettre à améliorer la qualité des programmes. Mais il va falloir à un moment donné indiquer que tout le monde doit passer par là parce que c'est une nécessité. Si un programme n'est pas de qualité, évidemment, on va continuer à former des diplômés qui sont chômeurs et cela n'a pas de sens pour un pays qui se veut en développement. Moi, j'ai une question, c'est par rapport notamment à la finalité, par exemple, d'un tel rapport. Parce qu'on a vu qu'il y a quand même une 60aine d'établissements publics et privés qui ont pu quand même souscrire à cette demande. Mais à la fin, lorsque par exemple un établissement ne remplit pas tous les critères, est-ce qu'on peut s'attendre peut-être de la part des autorités une sanction ou de dire attention, il faudrait que l'établissement soit se met en règle ou tout systématiquement on ferme? Ok, nous sommes dans une perspective d'une réforme durable et parce que le mal est profond, il faut du temps pour pouvoir dérouler toute la réforme. Et le système éducatif est très malade, par conséquent les mesures doivent être des mesures qui permettent la survie.
si on met un remède de cheval actuellement, je pense que beaucoup de programmes vont fermer. Autrement dit, si on applique tous les standards actuellement, beaucoup de programmes vont fermer. C'est pourquoi nous allons de façon souple, graduellement, amener petit à petit les institutions à la démarche qualité. Autrement dit, les programmes qui n'ont pas pu obtenir l'accréditation cette année peuvent soumettre l'année prochaine, également après correction et amendement, peuvent soumettre encore leur programme pour une deuxième évaluation. Alors, c'est quoi votre attache institutionnelle? Attache institutionnelle. Oui. Vous relevez de quel département? Oui, nous relevons en tant qu'EPA, établissement public administratif, comme la loi l'indique dans notre pays, nous avons une tutelle technique, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une tutelle financière, c'est le ministère de l'économie et des finances. Alors. Donc, et nous avons dans notre portefeuille les actions de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais comme la loi indique que les EPA doivent avoir une seule tutelle technique, c'est pourquoi nous avons pour tutelle l'enseignement supérieur. C'est quoi le lien avec Bossège? Bossège, c'est un partenaire qui a aidé à la mise en place de l'ANAQ. Bossège est dans les grandes composantes de Bossège, il est question d'un appui institutionnel au ministère qui ont en charge l'employabilité, donc y compris l'enseignement supérieur. Donc, dans son programme, Bossège, il était question d'appuyer l'opérationnalisation, la création et l'opérationnalisation de l'ANAQ. Donc, Bossège a aidé à la mise en place de l'ANAQ, à recruter un consultant international qui est venu, qui nous a aidé à remettre les choses en ordre et nous a appuyé en nous équipant d'ordinateurs, de mobilier, de bureaux, etc. Alors, donc, l'ANAQ, lors de nos évaluations également pilotes, l'ANAQ a financé complètement la venue des experts externes qui sont venus de la sous-région. L'ANAQ a pris tout cela en charge. Bref, l'ANAQ, c'est notre bailleur de fonds, on peut le dire comme ça, qui nous appuie et qui ne cesse de nous appuyer Le Bossège. Plutôt le Bossège. Vous existez depuis combien de temps? 2017. 2017, l'ANAQ a été créée. Moi, j'ai été nommé en octobre 2017. Vous avez l'UNERAP qui existe. La ligne de démarcation avec l'UNERAP, c'est quoi? En deuxième question, aujourd'hui, vous nous expliquez, en tout cas si j'ai bien compris vos propos, c'est que pour l'instant, c'est pas du tout une imposition faite aux différents programmes de passer par cette sorte de certification, d'évaluation. C'est donc ça dépend de la volonté bien entendu des uns et des autres. Pourtant, il s'agit quand même de la Guinée d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que le constat n'est plus à démontrer. Il y a que nous formons des cohortes de chômeurs, des jeunes qui n'ont aucune formation liée aux exigences de la réalité. Donc, avec un tel outil, est-ce qu'il ne serait pas important maintenant d'agir avec les autorités, les pouvoirs publics, pour que ce soit une obligation, qu'il y ait une validation d'abord initiale avant que le programme ne soit dispensé et donc mis à la portée des apprenants? Et je m'excuse, mais ça va arriver très vite. Mais à l'échelle de la vie de la nation, c'est des étapes qu'il faut franchir et cela en douceur. Autrement, on va prendre des mesures qui risquent de pénaliser, qui risquent d'avoir plus de dégâts que d'effets bénéfiques. Nous avons dit, pour le moment, on sensibilise. Nous sommes dans le système éducatif. Et il faut sensibiliser, faire comprendre aux autorités, aux parties prenantes, aux étudiants, aux parents d'élèves, à tous les acteurs, la nécessité de s'engager sur la démarche qualité. Parce que la qualité, elle est multidimensionnelle et on a besoin du temps pour que la qualité s'installe. Pendant ce temps, des générations sont sacrifiées. Malheureusement. Vous savez qu'il y a des universités où les fondateurs sont obligés d'aller prendre des programmes ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, de faire venir des professeurs titulaires, d'enseigner ces programmes et qui repartent. Oui. Donc vous avez donc une sorte de disproportion entre les différents étudiants qui sortent. Oui. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un problème, et d'autant plus que la situation est plus grave que ce que vous êtes en train de décrire. Oui. Nous sommes dans le secteur, nous savons qu'il y a des choses pires que ce que vous venez de décrire. Mais qu'à cela ne tienne. Cas avéré.
des cas avérés. Ouais, qui est pire. Et qui est pire que ça. Et les enseignants, au niveau du privé, les 90% viennent du public. Or, l'État leur a donné l'autorisation de fonctionner sur la base de leur demande. Ils devraient recruter leur personnel. Plus de 90% des enseignants qui opèrent au privé sont du public. C'est pas normal. Alors que les privés ont la possibilité de recruter. Mais si, ma question, pour revenir à la question. Alors sur la question, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Ça, c'est notre paire de manches. L'autre question que je veux poser, c'est liée à l'évaluation que vous avez faite. Attendez, on va répondre à la question. À la question. C'est vrai que nous procédons comme ça pour amener les gens à comprendre la nécessité de s'engager. Les réformes, il ne faut pas commencer les réformes par des mesures fortes. Il faut commencer d'abord par sensibiliser et faire en sorte que tous les acteurs comprennent la nécessité. Nos premiers résultats sont tombés. Déjà, on a les échos, les retours. Les étudiants peuvent se poser les questions. Tel programme est accrédité, tel autre n'est pas. Déjà, les étudiants qui sont les premiers bénéficiaires peuvent se poser ces questions et amener la démarche qualité, amener les autorités à modifier, à amender leur programme. Donc, ça se fait dans un processus. Et la décision à dire, bon, à partir de maintenant, tout programme non accrédité ne doit pas être mis en œuvre, ça vient de l'autorité et ça viendra, mais d'abord, il faudrait que les étudiants et toutes les parties prenantes soient sensibilisées sur la nécessité de s'engager. Ainsi, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est maintenant, il faut anticiper lorsque vous dites ça viendra, pour l'instant, il y a un problème qui est là. Depuis 4 années déjà, vous êtes sur le terrain. Je vais rectifier. C'est pas 4 ans, je crois. Oui, 2017, vous dites, on est en 2021. 2017, moi j'ai été nommé en octobre. Aujourd'hui, 2017, j'ai recruté mon personnel pratiquement en 2018. Pratiquement, j'ai commencé à travailler en 2018. Donc, 2018, oui, mais maintenant, ça fait quand même quelques bonnes années. À l'échelle d'une évaluation, c'est une année universitaire. D'accord. Parce que la question d'abord de la qualité des programmes se pose avec acuité. Oui. Je crois aujourd'hui, normalement, au même titre que les autres pays, il faudrait aller rapidement, rendre quand même ça contraignant pour éviter quand même que les jeunes puissent continuer à se plaindre. Il n'y a pas de contrainte. Oui, on peut faire un rapport d'évaluation et puis ça s'arrête là. Je pense qu'à un moment donné, il faut rendre des choses contraignantes pour quand même qualifier ce système aujourd'hui, quand même qui est sur les 2 mains, qu'il faut remettre sur les 2 pieds. Les contraintes viendront, mais il faut d'abord commencer à sensibiliser. Au niveau de la démarche qualité, notre déontologie nous oblige à informer, à sensibiliser. Justement, si ce n'est pas le cas, et il peut y avoir plus de réticence et de résistance. C'est ce que nous voulons éviter. La réforme que nous mettons en place, c'est une réforme, c'est pas pour 1 an, 2 ans. C'est une réforme du système et c'est pour tout le temps. L'ANAQ, c'est pas une institution qui est là pour 1 an, 2 ans, c'est pas un projet. C'est une structure pérenne que l'État a mis en place pour pouvoir réguler la qualité au niveau de notre système. Et comme la qualité est multidimensionnelle, et ce qui est qualité aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Donc, c'est une démarche de croissance que nous déclenchons. Nous allons suivre et à un moment donné, lorsqu'on aura aujourd'hui, il y a près de 800 programmes d'enseignement supérieur, d'enseignement technique dans notre pays. C'est énorme. Lorsqu'on a fait l'état des lieux, ça fait près de 800 programmes. Avec 800 programmes et au rythme auquel nous allons, 80 programmes qui ont été déjà évalués. Cette année, nous avons environ 90 qui sont candidats. À un moment donné, il faut bien que l'on aille plus vite. Ma question se situe là. Oui. Vous avez fait un travail préalable, un état des lieux. Oui. Dites-nous ce que les résultats ont révélé par rapport à votre constat. De l'autre côté, c'est votre point de vue sur le système LMD qui est enseigné à l'enseignement supérieur. Quel est votre point de vue sur ce système, son bilan après des années d'application en Guinée? Et c'est quoi véritablement l'état de santé au niveau du supérieur par rapport à son programme? Pour revenir à la question de l'état des lieux. L'état des lieux, ce n'est pas seulement au niveau de l'enseignement supérieur. Je vous rappelle que, je l'ai dit, c'est l'enseignement supérieur, c'est l'enseignement technique de la formation. D'accord. Et c'est la recherche. On fait l'état des lieux. Premier constat, il y a le fait que les établissements, il y a un vide juridique dans la mise en place des institutions. Que ce soit au public ou au privé, il y a des problèmes que l'on est en train de causer petit à petit.
comme nous avons fait l'état des lieux, et avec l'ancien système, il n'y avait pas un système de contrôle et d'évaluation des institutions, je vous rappelle que ce n'est qu'en 2011 que l'on a commencé à évaluer les institutions d'enseignement supérieur en Guinée. Avant, il n'y avait pas d'évaluation. Donc, c'est en 2013 on a réitéré cette évaluation et c'est en ce moment, cette évaluation a abouti à des résultats qui n'ont jamais été publiés en 2013. Et là, entre-temps, en 2017, l'ANAC est créée et nous avons commencé le travail. Et dès que nous avons fait nos premiers résultats, nous avons produit nos premiers résultats, on les a rendus publics. Parce que la production des résultats est une chose, la diffusion, la sensibilisation de toutes les parties prenantes, et les bénéficiaires, et les parents d'élèves, la société civile, ça c'est une autre étape. Donc nous publions les résultats. Et d'ailleurs, cette émission s'inscrit aussi dans ce cadre pour informer largement le public sur les résultats de la qualité des institutions. Alors, si on dit ce matin aux étudiants, ne suivez plus un cours qui n'est pas du tout accrédité, qui n'est pas certifié, vous imaginez un peu la débandade dans les salles de classe. Oui, mais justement, c'est ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas s'aimer de la panique. Mais en même temps, l'étudiant X qui bénéficie d'un cours certifié, lui, il est plus en mesure de réussir demain. Il a plus de chances de réussir demain. L'objectif, déjà, c'est de corriger. Je pense que l'État aurait dû déjà mettre en place un système qui aurait pu profiter à tous les étudiants au même moment. Oui. Mais à ce jour-là, il y a des étudiants qui bénéficient. C'est des lacunes qui sont en train d'être corrigées. Justement, ma question, c'est de savoir qu'à partir de l'année prochaine, est-ce que, puisque déjà vous savez quelles sont les matières qui ne sont pas validées dans certains établissements, est-ce qu'à partir de la rentrée prochaine, on va retirer ces formations à ces programmes? Non, on ne procède pas comme ça. À l'assurance qualité, on pense que ce qui n'est pas bon aujourd'hui peut être amélioré. Donc, s'il vous plaît, ce qui est amélioré a toujours une marge d'amélioration. En éducation, rien n'est parfait. Ce que nous considérons comme bien aujourd'hui n'est pas bien pour d'autres. C'est vous qui allez vous occuper de l'amélioration? Ce sont vos compétences? Non, nous avons des référentiels de qualité, autrement dit des normes qui sont fixées dans nos référentiels, et les institutions ont accès à ce référentiel, doivent essayer de s'adapter à ces référentiels pour améliorer. C'est ça le travail. Maintenant, lorsqu'on améliore, on fait l'évaluation et on corrige, on améliore. Parce que lorsqu'on dit que notre système est malade, il est très malade. Alors, qu'est-ce qu'il faut? À quand l'harmonisation pour tout le monde, je veux dire? Quand l'harmonisation, des programmes. Je ne comprends pas. L'harmonisation des programmes? Quand est-ce qu'on va aujourd'hui, on parle d'étudiants qui bénéficient de programmes certifiés. Vous vous battez pour non, on ne bénéficie pas. On est en train d'évaluer des programmes. Et pour le moment, on a dit que c'est volontaire, mais il va arriver. Et je pense très vite que l'État va donner les ressources nécessaires pour que tous les programmes puissent participer aux évaluations. Parce qu'il se trouve que maintenant, l'évaluation coûte. Donc, cela fait en sorte que les universités et les établissements participent au recouvrement des coûts. Donc, certains peuvent trouver pour argument, nous n'avons pas les moyens. Donc, ce sont les universités qui payent? En partie. En partie. Et les évaluations, elles payent en partie. Et ça peut s'évaluer jusqu'à combien? 15 millions. Pour chaque programme? Pour chaque programme qui participe, c'est 15 millions. Pour les frais d'évaluation d'un programme, c'est environ 30 millions. Donc, ce coût est partagé. L'ANAC prend les 15 millions dans sa subvention et le programme contribue à 15 millions. Donc, et là, c'est pour couvrir les frais des experts. Les experts que nous faisons venir, même de l'étranger, de la sous-région, de la France, partout, tous les experts qui viennent sont pris en charge dans ce montant. Bien. Docteur Kabine Oulare, on aurait aimé vraiment continuer avec vous, mais professeur, autant que moi, professeur Kabine Oulare, secrétaire exécutif de l'ANAC, on aurait aimé continuer avec vous, mais on est malheureusement pris par le temps. Merci d'être passé dans ce studio. Tout le plaisir a été pour moi et merci pour ces questions et j'espère que je reviendrai un jour pour avec plaisir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà comment on arrive au terme de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à tous de nous avoir regardés à la télévision, à l'international et un peu partout à l'intérieur du pays. Merci à Madousso qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à Kabine Kondé, à Mamoudou Kondé, à Nala Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à vous tous. Nous revenons demain avec le dernier numéro de la semaine.